Bonjour, je suis Clotilde et vous écoutez Expat et compagnie, un podcast qui raconte la vie de personnes ayant fait le choix de quitter leur pays d'origine pour s'envoler aux quatre coins du monde vers de nouvelles aventures. Expat et compagnie, c'est avant tout un podcast pour vous faire rêver, pour vous emmener au travers du témoignage de mes invités à découvrir des destinations parfois connues, parfois moins connues, et de vous inspirer au travers de leur histoire pour réaliser votre propre expatriation et oser vous lancer. Pour ne louper aucun épisode, abonne-toi. Bonne écoute. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode avec mon invitée Anaïs et nous allons parler de nos rêves, de réaliser ses rêves. Il existe deux choses qui empêchent une personne de réaliser ses rêves, croire qu'ils sont irréalisables ou bien, quand la roue du destin tourne à l'improviste, les voir se changer en possible au moment où on s'y attend le moins. C'est parti. Bonjour Anaïs. Bonjour. Bienvenue dans le podcast, je suis ravie de t'accueillir avec nous aujourd'hui pour un épisode un peu spécial. Merci de m'avoir invitée. Anaïs, si tu devais résumer qui tu es en 30 secondes, qu'est-ce que tu dirais ? Je pense que je suis quelqu'un de déterminé, qui n'est pas très patiente et qui a du mal à laisser tomber les choses. Je suis très déterminée. Quand je veux quelque chose, j'essaie de faire tout ce que je peux pour l'avoir, pour y arriver. Ok, très bien. Donc on a affaire à une jeune fille très déterminée. De quoi rêvais-tu quand tu étais enfant ? Je rêvais de vivre aux États-Unis. Tu rêvais de vivre aux États-Unis. Et où est-ce que tu vis aujourd'hui ? J'habite à Denver, aux États-Unis. Et qu'est-ce que tu dirais à la petite fille que tu étais qui rêvait de vivre aux États-Unis ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais que tu as réussi, que quand j'étais petite, je me souviens, j'étais un peu superstitieuse, je pense, parce qu'à chaque fois que je voyais, par exemple, qu'il était 11h11, j'étais dans ma tête, j'étais en train de me dire, ok, quand tu seras grande, tu seras aux États-Unis, quand tu seras grande, tu seras aux États-Unis. Et donc, du coup, je pense que je lui dirais que, faut croire que ça marche. Et à quel moment de ta vie tu as pris la décision de réaliser ton rêve ? Qu'est-ce qui a été le moteur, le déclencheur de ton départ pour les États-Unis et la réalisation de ton rêve finalement ? J'avais déjà essayé avant, mais donc du coup je suis partie pour la première fois quand j'étais à l'université. J'avais déjà essayé de partir au lycée parce que je savais que c'était possible et finalement c'est très restrictif au lycée, donc je n'avais pas été sélectionnée. Mais du coup quand j'étais dans ma deuxième année de licence d'anglais, j'avais dès le début de l'année, j'avais participé à la réunion pour pouvoir partir en étudiant d'échange, et parce que je savais que les États-Unis c'était une des destinations possibles. Et voilà, dès lors j'avais commencé les démarches, je savais qu'il y avait possibilité de 5 universités différentes et que de toute façon c'était pour partir qu'un seul semestre, il y avait possibilité de partir qu'un seul semestre, donc je savais que j'avais 10 chances au total de pouvoir partir. Et ça s'est fait. Du coup, je suis partie le premier semestre de ma 3e année de licence. Et je suis partie dans le Missouri, près de Kansas City. Alors, si on veut bien comprendre l'histoire du début, la petite fille que tu étais, est-ce qu'elle a mis en place des choses très tôt pour que son rêve se réalise ? Alors, disons, je ne sais pas si vraiment très tôt. J'ai toujours été bonne en anglais, ça c'est sûr. Ça a toujours été le vouloir de partir aux États-Unis, ça a toujours été une source de motivation. Donc j'ai toujours été très bonne en anglais et mon but c'était toujours d'avoir le meilleur accent américain possible. Donc j'étais très dure avec moi à ce niveau-là. Donc il y a eu ça. Et après, c'est vrai que j'ai jamais été quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait faire quand elle était grande, parce que moi, mon seul but c'était d'être aux États-Unis en fait. Et je disais toujours, je serais prête à faire n'importe quel métier tant que c'est là-bas en fait. D'accord. Donc tu avais ce rêve d'expatriation, mais finalement tu savais pas quel métier faire
pour pouvoir travailler aux États-Unis. Ton but, c'était de travailler là-bas pour vivre là-bas. C'est ça. Au départ, c'était un peu flou. J'ai fait une année de psychologie au départ parce que ça m'intéressait quand même. Et après, je me suis renseignée. En fait, c'est très difficile d'être psychologue ou dans la psychologie aux États-Unis parce que c'est un doctorat. Et donc, du coup, après, j'ai laissé tomber après ma première année. Je me suis dit, OK, faire une licence d'anglais, c'est peut-être le mieux. Je n'ai pas du tout envie d'être prof d'anglais, ça c'est sûr. Mais on verra après. Donc, c'est parti là-dessus. D'accord, donc tu as voulu étudier les langues dans le but de perfectionner encore plus ton anglais et tu t'es dit, ça va m'ouvrir des portes aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Ok, et qu'est-ce qui a nourri finalement tes rêves d'enfant, tes rêves des États-Unis? Alors, je ne sais pas d'où ça vient, cette idée, honnêtement, personne ne sait. Je ne sais pas si je me suis réveillée un matin en disant « quand je serai grande, j'irai aux États-Unis ». Je sais juste que, un peu comme tout le monde, j'étais très intéressée par les films et les séries américaines. J'étais une très grande fan de Leonardo DiCaprio et des jumelles Olsen. Alors, pour rigoler, des fois, je dis « tu vois, c'est eux, en fait, qui m'ont fait venir ici, qui m'ont nourri cette passion, je sais pas, Mais ouais, on ne sait pas vraiment d'où ça vient parce que voilà, mes grands-parents sont allés une fois aux États-Unis comme ça pour juste visiter. Et j'étais petite, j'étais un bébé, je crois. Mais sinon, personne dans ma famille est parti aux États-Unis. Personne n'est vraiment intéressé par les États-Unis dans ma famille non plus. Donc, on ne sait pas trop. Et qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as mis un pied sur le sol américain? J'étais super excitée, super stressée parce que... En fait, je pense que la première réaction, c'était du stress parce que la première chose que j'ai vue, c'était l'aéroport. Et donc, j'avais une connexion. Je devais attendre pour être dans ma destination, donc arriver à Kansas City. Et je comprenais pas ce qu'ils disaient, tu sais, dans les micros, dans les aéroports. Je comprenais pas bien leur anglais. En fait, je me suis dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'était de stress au tout début. Et puis, quand je suis arrivée à Kansas City... et que j'ai commencé à visiter la ville et tout, c'était vraiment de l'excitation, j'avais trouvé ça génial et ouais, c'était vraiment super excitée quoi. Et c'était comme un rêve. C'était un rêve, oui, c'était un rêve éveillé, ouais. T'as ouvert les yeux, ça y est. C'est ça. Que fais-tu en ce moment? Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta situation actuelle et par quelles étapes tu es passée pour en arriver où tu en es aujourd'hui? Alors, actuellement, je suis au pair. Il me reste encore 4 mois, donc c'est vers la fin. Et donc, j'en suis arrivée là parce que, donc du coup, voilà, la première fois que je suis partie, c'était pour étudier un seul semestre dans une université. Et après, j'avais très envie de repartir. Voilà, une fois que mon semestre était terminé, je suis rentrée. Et j'ai fini, du coup, mon année, mon dernier semestre de licence en France. Et j'avais qu'une envie, c'était de repartir. Et j'avais entendu parler d'un programme, mais des professeurs dans ma licence d'anglais en avaient parlé, qui s'appelle Amity. Et c'est un programme en fait qui te permet d'être assistante dans une école américaine. Et donc du coup, je me suis dit, je vais faire ça. J'ai aucune idée de ce que je vais faire après ma licence de toute façon. Donc je me suis dit, allez, je me lance là-dedans. Et donc je me suis inscrite, j'ai fait toutes les démarches et tout ça. Et il se trouve que, en fait, tu choisis pas où est-ce que tu vas dans une école. C'est directement une école américaine qui te contacte, qui voit ton dossier et qui te dit, voilà, on voudrait de toi. Et il se trouve que j'ai été prise pour une école qui était à Kansas City. Et donc, j'étais très contente parce que je me suis dit, je connais, je sais où je vais. Ouais. Et donc, ça va être génial. Donc, c'est comme ça que je suis partie la deuxième fois. Et c'était une super année, franchement, je me suis super bien amusée et j'ai vraiment aimé ce que j'ai fait. Et donc c'est là que je me suis dit, ok, maintenant je sais ce que je veux faire, je veux être prof de français aux États-Unis, plus particulièrement dans une école d'immersion, parce que là c'était le cas, c'était une école d'immersion, donc c'était faire le programme américain, mais en français. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Donc je me suis dit, je voudrais essayer de faire mon master, donc un master en France, mais j'aimerais bien le faire tout à distance et essayer de pouvoir directement enchaîner dans une autre école. Donc j'ai fait mes recherches et finalement avec le visa c'était pas possible. J'avais trouvé un sponsor de visa, de visa J1 qui m'avait dit qu'il fallait que je rentre un minimum 6 mois en France avant de pouvoir repartir. Et c'est là que je me suis dit, je vais pas rentrer que 6 mois. Si je rentre, c'est une année entière parce que j'avais l'intention de commencer un master, donc un master FLE, français langue étrangère pour être professeur de français.
Donc je me suis dit, bon, je vais rentrer en France une année complète, parce que j'avais trouvé une école qui était intéressée par moi pour faire un deuxième stage, et ils étaient prêts à m'attendre. Donc je me suis dit, voilà, je rentre en France une année, et pour ma deuxième année, je la ferai à distance, et je travaillerai, je serai stagiaire en même temps dans l'école, dans une école en Floride. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc pour ma deuxième année de master, voilà, j'étais en Floride, je travaillais à plein temps dans l'école, et en même temps, je finissais mon master à plein temps, pareil, en ligne, sur Internet. Et voilà. Et ensuite, donc cette année-là, je savais très bien qu'il fallait que je pense encore une fois à l'après, puisque je voulais rester et que j'allais obtenir mon master au mois de juin et que l'année se terminait aussi au mois de juin. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une autre école. Et j'avais réussi à trouver une autre école. J'ai trouvé une école à Austin, au Texas, qui était intéressée par moi. Et je devais commencer donc au mois d'août de l'année d'après, parce qu'aux États-Unis, l'école commence au mois d'août. Et donc voilà, on avait fait les démarches. Je suis rentrée en France entre-temps parce que je devais, mon visa était fini. Et au tout dernier moment, peut-être un mois avant de commencer, on me dit que le visa, finalement, c'est pas bon. Il y a eu un souci. Le sponsor de visa trouvait pas ce que j'allais faire très clair et ils ont refusé le visa. Et à partir de là, il n'y avait aucun moyen de leur faire comprendre que si, tout est normal, tout est en règle, mais ils ont dit non. Et donc du coup, j'étais dévastée et je me suis retrouvée sans rien. Pas de boulot ni rien. J'avais eu quelques demandes de boulot dans d'autres pays et je les avais tous refusées parce que je me suis dit, non, je sais que je vais aux États-Unis. Et là maintenant, c'était trop tard. Et donc du coup, voilà. Et donc j'ai réfléchi, j'ai pris le temps de réfléchir et j'avais déjà entendu parler des programmes pour être au pair. Et je savais que ça te permettait de rester 2 ans. Donc je me suis dit, écoute, être prof, voilà, t'es avec les enfants, tout ça, et être au pair, finalement, ça reste quand même un petit peu dans le même esprit, en fait. Tu t'occupes d'enfants, même, peut-être que je peux tomber dans une famille qui veut que je fasse apprendre le français à leurs enfants. Donc je me suis dit, allez, on y va, ça te laisse 2 ans pour trouver autre chose. Donc c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Et voilà, j'ai trouvé une famille donc à Denver, dans le Colorado, là où je suis. Waouh! Et donc voilà. Sacrée histoire. On y arrive. On comprend tout. Ouais. Ça y est, on a remis toutes les petites choses en place. C'est ça. Donc finalement, ton parcours de vie est se construit autour de cette envie de vivre aux États-Unis. C'est ça. Tout est calculé en fonction de ça. Tu as refusé des opportunités ailleurs. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu avais postulé quelles opportunités tu as dû refuser? Ouais, j'avais été prise dans une alliance française au Mexique. Au Mexique. Et voilà, ils m'avaient accepté, tout ça. J'avais eu l'offre d'emploi et j'avais refusé au final parce que je pensais aller à Austin. Mexique, États-Unis, finalement, c'est les États-Unis qui l'ont emporté à nouveau. C'est ça. Et alors, si tu devais nous parler un petit peu de ton quotidien, ça ressemble à quoi la journée d'une jeune fille qui veut être prof aux États-Unis et qui est au pair en attendant et qui essaye de peut-être donner des cours de français aux enfants? Alors, j'ai jamais donné cours de français aux enfants au final parce que c'était jamais... voilà, ils m'ont jamais demandé de faire ça. J'ai eu 2 familles. Elles sont pas forcément intéressées, voilà, c'est peut-être un plus, mais c'est tout. Ça ressemble à quoi? Écoute, je pense que c'est la vie typique d'une au pair. Ma première année, je me suis occupée de très jeunes enfants, de 3 jeunes enfants entre 4 et 9 ans. Donc c'était pas mal de boulot. Il fallait créer des activités pour pouvoir vraiment les divertir comme il fallait. Il fallait les emmener un peu partout dans leurs différentes activités et les emmener à l'école, tout ça. Et cette année, là, ma deuxième année, je suis avec des adolescents. Donc c'est un petit peu plus posé, j'ai envie de dire. C'est un petit peu plus du « Oh, tiens, tu veux faire ça ?» Et c'est un petit peu plus relax. Mais il faut toujours les emmener à leurs activités et tout ça. Et là, en ce moment, c'est les vacances scolaires. Donc du coup, faut bien les occuper parce que voilà, la plus jeune, elle a 13 ans et... toutes les heures, elle me dit « Oh, je m'ennuie !» Donc, il faut vraiment réussir à les divertir, mais ça se passe bien. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet suite à cette expérience d'au pair qui termine dans 4 mois, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, du coup, j'ai eu extrêmement de chance. Donc, si tu veux, dès le début de ma deuxième année, un mois après l'avoir entamée,
je savais que, voilà, que c'était ma dernière année d'au pair et qu'il fallait que je commence à chercher l'après et qu'il fallait que je trouve du boulot, du coup. Donc, je me suis mise à contacter toutes les écoles possibles aux États-Unis, les écoles d'immersion. Heureusement, il y en a plein, donc c'est quand même du boulot. Et j'ai envoyé des CV et des lettres de motivation à toutes ces écoles-là. Et je dirais que c'était quand ? C'était au mois de mars, ouais, début mars. J'avais déjà 2 écoles qui étaient intéressées par moi et qui étaient prêtes à me sponsoriser un visa de travail. Le problème du visa de travail, c'est que c'est très réglementé et c'est un quota. Donc, même si tu trouves une entreprise, dans mon cas, une école qui est intéressée par toi, ça ne veut pas forcément dire que c'est gagné. Et donc, du coup, il faut avoir le dossier complet pour participer à cette loterie fin mars, parce que la loterie, elle est le 1er avril. Tu as des résultats le 1er avril. Donc, du coup, voilà, je savais qu'il y avait 2 écoles qui m'inscrivaient. J'avais le droit d'être inscrite plusieurs fois si c'était différentes entreprises. Donc, je me suis dit, ok, ça me laisse 2 fois plus de chances d'être prise. Et il se trouve que oui, j'ai été prise pour l'une des écoles, donc ça s'est bien déroulé. Super, donc trop bien. Au mois d'avril, ouais. Au mois d'avril, j'ai appris que j'allais aller à Détroit dans le Michigan. Et alors, si on est un peu nul en géographie, je le dis à chaque épisode, pour les États-Unis, donc là tu es à Denver dans le Colorado et tu vas à Détroit dans le Michigan. Alors, géographiquement parlant, tu changes d'état. Est-ce que ça va être vraiment radicalement différent au niveau culturel entre les États ou pas ? Alors, je ne sais pas si ça va être différent culturellement, mais c'est pas super loin. C'est quand même à 20 heures de route l'un de l'autre, parce que voilà, les États-Unis, c'est grand. Mais donc là, dans le Colorado, je suis plus au milieu... Je dirais que je suis plus au milieu dans l'ouest, quand même, des États-Unis. Et Détroit, c'est plus dans ce qu'ils appellent le Midwest. Donc ça reste au milieu, mais c'est plus à l'est de Denver, du Colorado. Et c'est à la frontière, en fait, avec le Canada. C'est à 4 heures de Toronto. D'accord, super. Ok, merci pour les petites précisions. Il n'y a pas de quoi. Je me permets de demander, puisque, chers auditeurs, Alice a beaucoup voyagé dans les États-Unis. Elle a visité un grand nombre d'États et on en parlera un peu après. Moi, je voudrais savoir, pour continuer un petit peu dans la suite des projets, où te vois-tu dans 10 ans ? Alors, dans 10 ans, je me verrais bien retourner dans le Colorado, parce que j'aime beaucoup le Colorado, où je suis vraiment très intéressée par l'Oregon et Washington, l'État de Washington. Donc voilà, je pense que ce serait certainement l'un de ces 3 États. D'accord, donc les ouais. États-Unis. Moi, je posais la question en me disant peut-être qu'elle me répondra qu'elle se voit ailleurs qu'aux États-Unis, mais non. Ah non, les États-Unis. Tu te vois toujours aux États-Unis ? Donc oui. Là, ce serait quoi les gros objectifs dans les prochaines années ? Parce que là, ton prochain visa, il sera de 2 ans minimum. Est-ce que ça te permettra de rester plus longtemps si tu le souhaites ou pas ? Alors, mon visa est valide 3 ans, en fait. Donc, ils m'ont donné un contrat de 2 ans, et renouvelable. Et le visa, en soi, il est valable 3 ans. Après, si je veux le renouveler, c'est facilement renouvelable si je suis avec le même employeur. D'accord. Donc, on va dire que je verrai bien. Parce que du coup, ça va être mon premier vrai poste en tant qu'enseignante aux États-Unis. Avant ça, j'étais toujours assistante, en fait. Donc, il y a aussi ça à voir. Si l'école me plaît, si la vie, surtout, c'est la vie dans le Michigan me plaît. C'est surtout ça qui me fait un peu peur, parce que je sais que ça va être très froid, encore plus froid que le Colorado. Mais je sais pas, je suis assez ouverte et j'ai un petit peu de mal à me projeter au-delà des 2 ans, parce que mon contrat, du coup, il est de 2 ans. Si c'est bien quelque chose, enfin, s'il y a bien quelque chose que ma vie aux États-Unis m'a appris, c'est qu'on ne peut pas vraiment se projeter au long terme jusqu'à temps qu'on ait un visa qui te le permette, tu vois ce que je veux dire. Donc je vois, voilà. Complètement d'accord. C'est pas évident de rester aux États-Unis, c'est un petit peu compliqué. Et justement, est-ce que tu peux nous citer 3 avantages, 3 surprises ou joies liées à ton expérience d'expatriation aux États-Unis ? 3 surprises. Donc la première surprise, je dirais que je m'attendais pas à voyager autant que je l'ai fait. J'ai pu voir déjà
36 États sur les 50. Et mon but maintenant, c'est de les voir tous. J'avais pas du tout cet objectif-là la toute première fois que je suis allée aux États-Unis. Moi, c'était juste, bon, aller aux États-Unis et y vivre. C'était pas forcément voir tout. Donc, je dirais que ça, c'était vraiment une surprise. Ma deuxième surprise, c'est qu'il faut vraiment, ce qui concerne les visas et tout ça, c'est qu'il faut vraiment faire attention aux détails. Parce que du coup, mon expérience avec Austin qui n'a pas fonctionné, je me dis, il faut vraiment faire attention à tout ce que tu mets dans le dossier et même à tout ce que tu peux dire, parce que ça peut être très mal interprété. Donc il faut être très minutieuse. Et la troisième surprise, je dirais que c'est les gens, je pense. Les gens sont super gentils et je ne m'attendais pas à ça forcément, en fait. Je ne m'attendais pas à cette différence, tu vois, on se sent vraiment bien, on se sent vraiment accueilli d'une très bonne façon, en fait. Est-ce qu'il y a une personne envers qui tu es particulièrement reconnaissante ? Je dirais mes collègues, que ce soit quand j'ai été à Kansas City ou quand j'ai été en Floride. Voilà, elles m'ont toujours bien aidée, bien soutenue et ouais, je dirais toutes ces personnes-là. Ok. Et à l'inverse, parce que quand même, on va pas parler que des avantages, il doit bien y avoir quelques inconvénients. Est-ce que tu as eu des déceptions ou des mauvaises expériences ou des inconvénients, voilà, à nous citer sur l'expatriation aux États-Unis ? Je dirais toute cette année, là, 2020, et ça a été un peu une prise de conscience pour moi et j'ai eu un petit moment de doute sur le fait que est-ce que vraiment c'est bien de... En fait, c'est bizarre, mais j'ai eu vraiment ce doute de me dire est-ce que vraiment c'est bien d'idéaliser les États-Unis parce que j'ai été vraiment déçue, en fait. Ce qui s'est passé avec George Floyd et tout ce qui en a découlé après. Et il y a eu quand même pas mal de shootings. Il y a eu un shooting il y a peut-être 2 mois de ça à Boulder, qui est à 1 heure de Denver, dans un supermarché. Et c'est là que je me suis dit, mince, maintenant il faut même avoir peur quand tu vas faire tes courses ici, tu vois. Et ça, c'était vraiment voilà, j'ai eu un gros moment de doute à me dire, est-ce que vraiment j'ai envie de rester dans un pays où il y a tellement de haine raciale et où oui, tu peux te faire tuer en allant faire tes courses. Les écoles, pareil, enfin, je veux dire, c'est là où il y a quand même le plus de shooting aussi. Je me suis dit, ça peut très bien arriver dans mon école un jour. Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre avec cette peur ? Et aussi, je dirais, la santé. Voilà, j'ai eu quelques petits soucis. Voilà, rien que... Voilà, j'avais un souci à l'œil et j'avais peur d'aller me faire soigner. Donc, c'est vraiment des questions que je me suis posées cette année, en fait. C'est tout arrivé cette année, j'ai envie de dire. Et en fait, après, j'ai été prise à Détroit. Donc, voilà. Mais je me dis que voilà, j'ai espoir de me dire que c'est toutes ces choses qui vont changer. Surtout maintenant avec le président, voilà, que c'est plus démocrate. Je me dis, faut voir, ça va certainement changer. Peut-être, j'ai espoir. Oui, et puis avec la pandémie, j'imagine que ça n'a pas aidé d'être loin de tes proches. Et d'ailleurs, comment tu vis l'éloignement avec ta famille ? Avant la pandémie, ça allait parce que je devais rentrer à peu près tous les ans, de toute façon, pour le visa. Cette année, du coup, je vais pas rentrer parce que c'est un peu c'est un peu bouché, en fait, au niveau de l'ambassade américaine à Paris en ce moment. Et donc, du coup, jamais je rentrais pour vraiment avoir le visa dans mon passeport, ça pourrait me prendre 6 à 8 mois, en fait, pour pouvoir revenir. Donc, c'est pas possible, vu que je vais commencer en mois d'octobre. Donc, je vais rester ici. Et c'est vrai que c'est un peu difficile de me dire que voilà, ça va faire déjà 2 ans, début octobre, que je suis pas rentrée. Et je me dis, là, j'enchaîne et je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir rentrer en France parce qu'il va falloir forcément que je passe à l'ambassade à Paris pour pouvoir revenir. Donc, il va falloir que j'attende que ça aille mieux. Donc, ouais, c'est un peu plus difficile. Mais mes parents essayent de venir là cet été si tout va bien. Si les frontières réouvrent correctement, ça devrait se faire. On croise les doigts bien fort pour toi. Oui. Et on va finir cet épisode sur une note joyeuse. On va passer à la petite interview dans l'interview.
Alors Anaïs, quel est ton endroit préféré dans le monde? Je dirais que c'est la Nouvelle-Orléans, aux La États-Unis. Nouvelle-Orléans. Oui. Pourquoi la Nouvelle-Orléans? Alors, j'avais toujours cet objectif d'y aller dès la première fois. Et j'ai pu y aller à ma première expatriation quand j'ai étudié aux États-Unis. Et j'ai vraiment adoré. C'était vraiment tout ce que j'avais pu imaginer, tout ce que j'avais... Les photos que j'en avais vues, c'était vraiment comme ça. Et ça m'a beaucoup plu. Donc, je suis retournée plusieurs fois après. Et voilà, mon objectif maintenant, ce serait de pouvoir faire Mardi Gras là-bas. Pourquoi Mardi Gras là-bas? Il y a quelque chose de spécial? Ouais, Mardi Gras, c'est vraiment, je sais pas dans le monde, mais en tout cas aux États-Unis, il y a des grandes parades. C'est Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans, c'est un mois, apparemment, c'est un mois de fête. Où tous les soirs, t'as des parades, t'as de la musique. Et ouais, c'est vraiment quelque chose de typique de la Nouvelle-Orléans. Trop chouette. Est-ce que tu peux nous dire quelle est ta meilleure découverte culinaire aux États-Unis? Ma meilleure découverte culinaire, je dirais que c'est la nourriture thaï. Oh! Parce que, ouais, je connaissais pas du tout avant d'être venue aux États-Unis. Et j'ai découvert ça ici, parce que c'est vrai que les États-Unis, il y a vraiment de la nourriture de partout. Et c'est vraiment, j'ai adoré la nourriture thaï et aussi la nourriture jamaïcaine, parce que du coup, ben, mon copain est jamaïcain, et donc du coup, j'ai découvert ça avec lui et j'ai vraiment adoré aussi. J'aime bien la nourriture épicée. Trop bien, trop bien. Et à l'inverse, quelle est ta pire découverte culinaire aux États-Unis? Alors, il faut savoir que je suis végane, donc je ne mange pas tout. Mais je dirais ma pire découverte culinaire, j'ai jamais pu en manger parce que je mange pas de fromage, mais c'est le fromage en bombe. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais non. ils ont vraiment, c'est une bombe comme de la crème chantilly. Vraiment, ça a l'aspect c'est un pot de crème chantilly, mais en fait, c'est du fromage dedans. C'est du fromage fouetté, je ne sais pas, et c'est jaune, mais jaune, voilà quoi, flashy quoi. Jaune flashy, et ça se mange. Voilà, Et c'est ça. Tu sais pas si c'est bon? Alors, je ne sais pas si c'est bon, mais je pense que c'est ma pire découverte culinaire dans le sens où ça a l'air vraiment dégoûtant en fait. Et je sais pas, j'en ai eu des retours de personnes qui en ont mangé, et ils m'ont tous dit que non, c'est pas bon. Donc, et ils s'en servent comment de cette bombe? Est-ce qu'ils mettent ça directement sur, je sais pas, du pain ou sur... Non, bah non. Alors, c'est Sur bien à quoi ils l'américaine, en fait, ils mettent ça sur des crackers. En fait, ils mettent sur les crackers et ils mangent comme ça. En fait. Ah, d'accord. C'est pour faire des petits apéros de crackers au fromage. Je pense, ouais, je pense. On n'a pas les mêmes références, Non. mais chacun son style. On va terminer avec la dernière question. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Alors oui, une anecdote, je pense que c'est une des plus drôles que j'ai. C'était quand j'étais à Kansas City. Donc il faut savoir que j'étais pas la seule stagiaire. On était 6 Françaises au total. Et je me suis liée d'amitié avec 3 d'entre elles. Et à chaque fois qu'on avait du temps libre, à chaque fois qu'on avait un week-end de minimum 3 jours, on partait en road trip et on visitait d'autres États. Et donc, à ce moment-là, donc, on était en road trip dans l'Ouest. On avait fait tout l'Ouest et on était dans le Grand Canyon. Et il faut savoir que quand on faisait ces voyages, on essayait d'économiser le maximum d'argent. Mm-hmm. Donc, on dormait beaucoup dans la voiture pour pas avoir à payer ni rien. Et là, ça faisait à peu près 3-4 jours qu'on dormait dans la voiture sans avoir accès à une douche. Et on se retrouvait... Donc voilà, on était dans le Grand Canyon. Et on était arrivé à un coin camping. Et on avait vu qu'il y avait des douches qui étaient disponibles. Donc on s'est dit, on va se doucher là-bas. Sauf qu'on a remarqué en fait que les douches, déjà, elles étaient payantes. Et en plus, c'était que avec des pièces, en fait. Des quarters, donc des 25 cents qu'on pouvait payer. Donc déjà, on n'en avait pas beaucoup. Et en plus de ça, on voulait économiser le maximum d'argent. Donc je crois que c'était facilement l'équivalent de 1,50 $ en pièces qu'il fallait. Et c'était pour une douche de 6 minutes. C'était pas illimité la douche, c'était 6 minutes maximum. Donc du coup, on s'est dit que on allait payer une fois et que toutes les 4, on allait essayer de se prendre une douche en 6 minutes.
chrono, on avait mis un petit chrono et on s'est dit ok, on y va. 6 minutes et vous étiez comment? Vous étiez tout en même temps ou vous faisiez 10 secondes chacune? Bah non, du coup on a fait 2 par 2. 2 par 2. Voilà, on a fait 2 par 2 en fait, mais c'était vite quoi. Dès que l'une sortait, il fallait qu'une autre rentre parce que sinon on allait peut-être pas avoir le temps. Ouais. Un bon moyen de voir si on arrive à économiser l'eau. Allez, une douche pour 4 en 6 minutes, qui dit mieux? Ouais, c'est ça. J'ai quand même eu le temps de faire mon shampoing. Ah ouais, ça c'est incroyable ça. Le shampoing, t'as eu le temps de faire ton shampoing. T'as les cheveux longs ou t'as les cheveux courts? À l'époque, non, j'avais à peu près les cheveux comme là, donc là, mi-long en fait. Quand même. Ouais, quand même. Aux épaules. Quand même. Beau challenge. Merci Anaïs. Merci beaucoup d'avoir participé à l'épisode. Bah, merci beaucoup de m'avoir proposé d'y participer. À très bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter un épisode d'Expat et compagnie. Inspirez-vous et osez votre propre expérience de vie à l'étranger. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À bientôt!